Ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces enfants qui naissent dans des situations de métissage, c'est d'abord que c'est une grande chance pour eux, c'est une grande chance, et c'est d'ailleurs comme moi je crois que c'est la même chose pour les enfants de migrants, que c'est d'abord une situation de créativité pour les enfants, c'est-à-dire des chances de nouvelles organisations, de nouvelles émergences, de nouvelles potentialités. Mais en même temps, il y a toujours aussi un petit risque. Lorsqu'un couple mixte se rencontre, au début, en général, on ne se pose pas ces questions-là. Mais quand les enfants commencent à arriver, on va se jouer quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre des affiliations, c'est-à-dire à qui appartiennent les enfants, à qui appartient le corps des enfants. Et premièrement, par exemple, quelle langue on va leur parler? Est-ce qu'on parle la langue maternelle de l'un, la langue maternelle de l'autre, ou éventuellement, s'il y a des différences d'ailleurs, la langue de l'extérieur, ou toutes les langues. Alors, la réponse, c'est toutes les langues. Mais il y a beaucoup de préjugés, la réponse linguistique et la réponse psychologique. C'est-à-dire qu'aux enfants, on peut leur parler 3 langues. Et ils vont apprendre les 3 langues. Et il y a des pays, le Liban par exemple, que j'ai visité récemment, où les enfants apprennent 3 langues en même temps. L'arabe, le français, l'anglais, parfois l'arménien et parfois d'autres langues. Pas de problème. Mais parce que cette notion est naturelle. Elle n'est pas naturelle, elle est culturelle, mais elle a l'air naturelle. C'est comme ça. On est dans un milieu plurilingue. Mais dans les pays où on n'est pas dans des milieux plurilingues, ou au contraire, on est dans des... soit des pays monolingues comme la France, soit des pays où il peut y avoir des confrontations entre les langues. En tous les cas, les couples mixtes ont parfois le sentiment qu'ils doivent choisir. Et lorsqu'on choisit, on prend toujours la langue dominante. Mais en choisissant la langue dominante, on prive l'enfant d'une partie de son héritage. Et ça, c'est jamais bon. La transmission culturelle, c'est comme la transmission psychique. Plus elle est adéquate, plus elle est harmonieuse avec la situation. J'ai un père d'une langue, d'une culture, une mère de l'autre, et puis je vis dans un 3e milieu. Eh bien, c'est ça ma réalité et c'est ça ma chance. Alors, quand les familles sont de milieux sociaux favorisés et qu'il n'y a pas trop de questions, trop de hiérarchie entre les langues, en général, on arrive mieux à le faire. Mais quand la question de la différence de langue et de culture se double d'une question sociale, c'est-à-dire on n'appartient pas forcément à des classes sociales favorisées, on peut être dans des classes sociales plus modestes, alors à ce moment-là, il y a comme une sorte de domination finalement de la langue de la classe sociale la plus favorisée. Et donc là, il y a des préjugés qui font qu'on ne transmet pas toutes les langues aux enfants. Et c'est dommage. En tout cas, c'est dommage pour l'enfant. Après, lui, bien sûr, les enfants, ils se développent, ils choisissent. En grandissant, ils vont choisir. Mais ils peuvent avoir cette multiplicité d'accès aux langues, ça leur fait du bien. Mais il n'y a pas que la langue. Il y a des choses beaucoup, peut-être encore plus profondes, même si la langue, c'est déjà très important. C'est le marquage du corps. Parce que les enfants les marquent. Par exemple, il y a des cultures où on circoncie les enfants. Eh bien, si le papa est d'une culture où on circoncie, la maman non, et que j'ai un garçon, va se poser la question du marquage du corps. Et ce n'est pas toujours évident parce que là aussi, il y a des hiérarchies qui vont se faire. Et que par ailleurs, on n'a pas toujours anticipé la question. C'est vraiment une question du métissage. Parce que le circoncire, ça veut dire il appartient aux côtés du papa, dans l'exemple que j'ai donné. Et donc là, peuvent se jouer vraiment des choses dans ce qu'on appelle, nous, la clinique des affiliations. Affiliation, à qui appartient cet enfant? Bon, le marquage du corps, mais aussi, bien sûr, des pratiques éducatives qui se jouent autour de on fait comme ça avec les garçons, on fait comme ça avec les filles. Est-ce qu'il va avoir des liens avec la famille paternelle, avec la famille maternelle, etc. Donc, c'est toute une sorte de nouvelle clinique des affiliations qui est passionnante,
où souvent les couples mixtes d'ailleurs inventent des choses absolument passionnantes. Mais on pourrait en tous les cas inviter la société et les professionnels à être très ouverts sur ces questions, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire, mais il y a l'idée vraiment que la pluralité doit pouvoir faire partie du paysage de cet enfant.